Les idées clés des meilleurs livres en 30 minutes. Aujourd'hui, Why They Don't Work. A New Look at Employé Motivation. Autrice, Susan Fowler. Commençons par une question que l'on pose presque automatiquement, est-ce que tous les employés sont motivés? Oubliez cette question. Imaginez la situation. Vous dirigez un grand service. Vous devez organiser un séminaire stratégique non prévu. Au fond, vous savez que c'est surtout une formalité et une demande venue d'en haut. Les employés le sentent aussi. Et la pensée habituelle apparaît, comment motiver les gens à venir et à participer? Beaucoup de dirigeants raisonnent ainsi et pensent que, motiver les employés, est leur mission principale. Mais si vous restez dans cette logique, vos efforts seront souvent inutiles. Jour du séminaire. Tout le monde est là. L'un attend, le visage vide. L'autre discute avec un collègue. Un troisième est absorbé par son téléphone. Qui est motivé? La réponse est simple, tout le monde. 100%. La différence, c'est que la motivation de chacun est différente. L'un est venu parce qu'on le lui a dit. Fowler appelle cela la motivation automatique. Un autre espère qu'une remarque intelligente lui donnera des points de capital social, motivation externe. Un troisième est venu parce qu'il craint votre désapprobation, motivation imposée. Un quatrième est venu parce qu'il croit sincèrement que le séminaire sera utile, motivation alignée. Un cinquième est venu parce que le sujet correspond à ses intérêts et à ses besoins personnels, motivation intégrée. Un sixième est venu parce qu'il s'attend à passer un bon moment, ici et maintenant, motivation de flux. Donc oui, tout le monde est motivé. Mais voici la nuance essentielle, toutes les motivations ne se valent pas. Et la qualité de la motivation détermine l'efficacité des personnes après le séminaire. Dans cette liste, la motivation de meilleure qualité se trouve au point 4, 5 et 6. Il faut donc changer la question. Non pas, les employés sont-ils motivés, mais, quelle est la vraie raison de leur motivation? C'est pareil pour vous. La question n'est pas de savoir si vous êtes motivé à écouter ce résumé. La question est, quelle est la raison qui vous pousse à le faire? Passons maintenant aux bases. Au départ, nos élans sont sains et vivants. Le désir d'explorer le monde, de changer et de devenir meilleur existe chez chacun dès l'enfance. Mais ce désir a besoin de soutien, d'abord des parents, puis des enseignants, et plus tard des responsables au travail. Cela ne fonctionne que lorsque 3 besoins fondamentaux sont satisfaits. Le premier est le besoin de choisir entre des options et de sentir que l'on contrôle le processus de choix. Quand ce besoin n'est pas satisfait, l'impuissance apprise apparaît, rien ne dépend de moi, ils décideront tout à ma place. C'est destructeur pour le psychisme. Et ici, l'idée de Franck Lecomte, même dans les circonstances les plus difficiles, une personne conserve une dernière liberté, la liberté de choisir son attitude face à ce qui se passe. Le deuxième est le besoin de liens sociaux solides, d'appartenir à une cause commune. La solitude est nocive. Chaque année, psychologues et médecins en sont plus convaincus. Les personnes qui ont de forts liens sociaux ont un risque de décès plus faible à tout âge. Et essayer de compenser le manque de liens au travail en socialisant en dehors du travail est une stratégie faible, parce que le travail occupe une énorme partie de la vie. Le troisième est le besoin de se sentir capable et compétent. Il ne s'agit pas seulement des tâches professionnelles, mais aussi des compétences relationnelles. C'est l'un des meilleurs investissements, les personnes résilientes et proactives sont plus souvent la source de changements positifs dans l'entreprise et dans leur propre vie. Ces besoins sont liés entre eux. Vous ne pouvez pas construire une équipe forte si les gens se sentent en insécurité. Vous ne pouvez pas développer la compétence si une personne ne comprend pas ce qu'elle veut. Et il existe une différence clé entre les besoins psychologiques et les besoins biologiques. Quand nous avons faim, nous sommes motivés à trouver de la nourriture. Quand la faim est satisfaite, cette motivation baisse. Les besoins psychologiques fonctionnent autrement, vous ne devenez pas moins motivé quand vous êtes compétent, libre dans vos choix et connecté aux autres. C'est l'inverse. Cela nous amène à l'autorégulation. Revenons au séminaire. La motivation de meilleure qualité est typique chez ceux qui, premièrement, croient sincèrement que le séminaire va les aider. Deuxièmement, voient le sujet comme lié à leurs besoins. Troisièmement, s'attendent à y trouver de l'intérêt et du plaisir, ici et maintenant. Qu'ont-ils en commun? Cette motivation ne vient pas d'incitations externes. Elle vient de l'intérieur. La motivation est étroitement liée à l'autorégulation, à la capacité à contrôler ses émotions et ses pensées.
L'exemple le plus connu est l'expérience du marshmallow de Walter Mischel. On proposait aux enfants un choix, manger un marshmallow tout de suite ou attendre 15 minutes et en recevoir 2. Certains attendaient, d'autres non. Plus tard, on a constaté que ceux qui savaient attendre avaient tendance, en moyenne, à mieux réussir à l'école, au travail et dans la vie familiale. Mais il y a un point important, la capacité à se contrôler est liée à la fréquence avec laquelle la réalité du quotidien contredit vos attentes. Si les adultes tiennent leurs promesses, l'enfant apprend à attendre. Sinon, un tien vaut mieux que 2 tu l'auras, semble plus fiable. Les adultes fonctionnent de la même manière. Un environnement de travail confortable soutient l'autorégulation. L'autorégulation a 3 appuis. Le premier est la pleine conscience. C'est la capacité à vivre dans le moment présent sans juger ses émotions et sans retomber dans des scénarios comportementaux familiers. L'opposé, c'est le biais quand nous agissons à partir de croyances habituelles et non vérifiées. Dans cet état, il est difficile de bien coopérer, de prendre des décisions rationnelles et de choisir ce qui est vraiment utile. Mais il est facile de tomber dans le « bâton et la carotte », motivation automatique, externe et imposée. Et il y a un risque, l'adrénaline, produite en abondance sous stress, peut devenir addictive. Il est facile de devenir l'otage d'une mauvaise humeur. Le deuxième appui, ce sont les valeurs. Chaque personne décide ce qui est bon et ce qui est mauvais pour elle. Chaque organisation a aussi sa propre idée du bien et du mal. Quand les valeurs d'un employé correspondent à celles de l'organisation, le « bâton et la carotte » devient moins pertinent. Mais toutes les personnes et toutes les entreprises ne formulent pas clairement leurs valeurs, même pour elles-mêmes. Le troisième appui, c'est la fixation d'objectifs. Les meilleurs objectifs sont ceux qui correspondent aux valeurs de l'employé et de l'entreprise, et qui ne contredisent pas les besoins psychologiques fondamentaux. Passons maintenant au rôle du dirigeant. Beaucoup de dirigeants sentent que le « bâton et la carotte » n'est pas ce dont les gens ont réellement besoin. Mais demander directement aux employés « qu'est-ce qui vous motive » est aussi une mauvaise approche. Presque personne ne dira « je ne peux pas satisfaire mon besoin de contrôle sur mes choix, et c'est un besoin fondamental, donc je souffre ». Le plus souvent, les gens penseront à des incitations externes, promotion, hausse de salaire. Il n'y a rien de mal à cela. Le problème, c'est que les incitations externes n'expliquent jamais totalement ce qui se passe et ne fonctionnent que sur une courte durée. L'idée centrale de Fowler est la suivante, vous ne pouvez motiver personne. Mais, en tant que dirigeant, vous pouvez créer un environnement où les gens ont plus de chances d'éprouver une motivation optimale. Autrement dit, ne bloquez pas leurs besoins fondamentaux. Premièrement, donnez aux personnes la possibilité de choisir. Donnez-leur une voix en réunion. Demandez conseil. Discutez des valeurs communes au moment de décider. Ne vous appuyez pas sur le micromanagement. Discutez des options même si vous connaissez déjà la meilleure voie. Ne faites pas passer les décisions par le seul statut. Rappelez-vous, la pression sociale apparaît d'abord dans les mots que vous utilisez. Évitez les affirmations catégoriques et les questions « fermées » qui n'autorisent que « oui » ou « non » ou un ensemble fixe de réponses. Même des décisions spécifiques, déjà validées, peuvent être présentées comme une information utile qui soutient les intérêts des employés. Comparez, le plan de projet doit être soumis avant le 3 mars, et le plan doit être prêt pour le 3 mars afin que nous puissions l'approuver avant la réunion des actionnaires. J'ai créé un document partagé avec ceux que nous avons déjà. Ajoutez ce que vous jugez pertinent et indiquez ce sur quoi vous avez des doutes. Deuxièmement, renforcez les liens. Écoutez, ne décrétez pas, expliquez, ne décrétez pas. Nommez les raisons pour lesquelles vous exigez certains résultats avant d'exiger les résultats eux-mêmes. Ne placez pas les objectifs devant les valeurs, et ne laissez pas les objectifs contredire les valeurs. Ne niez pas les émotions au travail. Les émotions sont notre manière de comprendre le monde. Le travail se vit soit comme quelque chose de positif, soit non et cela influence directement l'engagement. L'empathie est ce qui manque à beaucoup de leaders modernes. De quoi vos employés se plaignent-ils? Que demandent-ils? Reconnaissez-vous leurs besoins, et êtes-vous prêt à envisager des solutions? C'est cela, l'empathie. Commencez par vous-même. Quelles émotions votre travail fait-il surgir en vous? Réfléchir à ses propres émotions est le premier pas pour être attentif à celles des autres. Plus nous ignorons notre monde intérieur, plus il est facile de se laisser séduire par des incitations externes qui, soi-disant, devraient créer de la motivation. La louange est un outil ambigu ici. Sa valeur est souvent exagérée.
On a remarqué que des entraîneurs qui encouragent activement leurs élèves pendant l'entraînement obtiennent parfois moins de confiance et de moins bons résultats. Pourquoi? Parce que la louange est aussi une incitation externe ou une forme de contrôle à laquelle les gens peuvent résister inconsciemment. Cela ne veut pas dire qu'il faut bannir la louange. Mais il est souvent plus efficace d'exprimer une gratitude sincère pour le soutien, la compréhension et l'effort. Troisièmement, développer les employés. Le monde continue de changer, et le travail change avec lui. Se reconvertir, sur le moment, de façon intuitive, est une mauvaise solution. Pire encore, former des gens au point de leur faire perdre l'envie d'apprendre. Les chefs demandent « Que as-tu fait ?» Les leaders demandent « Que as-tu fait et qu'as-tu appris dans le processus ?» Les chefs critiquent les erreurs. Les leaders analysent les leçons avec les employés. Les chefs valorisent le perfectionnisme. Les leaders valorisent la progression. Les chefs attendent que la tâche soit faite sans se soucier du niveau de préparation. Un leader est prêt à démontrer les compétences nécessaires. Tous les experts ne sont pas de bons enseignants. Si expliquer est difficile pour vous, observez comment les autres expliquent. Trouvez sur YouTube des vidéos de formation sur quelque chose que vous avez depuis longtemps envie d'apprendre. Suivez les conseils de l'instructeur, et en même temps, notez comment il structure l'explication, ce que l'apprenant doit faire et quelle séquence d'actions mène au résultat. Ensuite, appliquez cette logique dans votre travail avec les employés. Et encore une différence. Pour un chef, il est plus simple de faire le travail à la place d'un employé en donnant la réponse. Un leader aide les personnes à chercher la solution. Un leader valorise l'expérience des autres autant que la sienne. Un leader pose des questions qui soutiennent le choix. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous pensez cela? Renforce la connexion. Cette décision renforcera-t-elle votre relation avec elle? Quel est le lien avec vos valeurs? Soutiennent la progression. Qu'est-ce que ce projet va nous apprendre? Passons maintenant au changement. Ces trois principes choix, connexion, compétences soutiennent le travail au quotidien et aident aussi pendant les périodes de transformation. Le changement est plus facile pour ceux qui sentent qu'ils contrôlent la situation, qui reçoivent du soutien de leurs collègues, et qui voient ce qui se passe comme une opportunité. Ces employés deviennent des leaders pour eux-mêmes. La pandémie de 2020 a été un grand changement. Après les confinements, des milliers d'employés ne sont pas retournés à leurs anciens postes. Ils ont eu le temps d'éprouver le contrôle de leur emploi du temps. Ils ont perdu l'habitude de relations toxiques au travail et ne voulaient pas y revenir. Beaucoup ont trouvé du temps pour apprendre quelque chose de nouveau professionnellement et personnellement. Ce sont les mêmes besoins psychologiques fondamentaux. Quand on les écoute, cela change presque tout. Même si une personne reste dans le même poste tout en le trouvant loin d'être parfait, elle peut passer d'une motivation externe et imposée à une motivation interne si elle écoute ses besoins psychologiques. Fowler note qu'un mythe courant affirme que les gens quittent de mauvais chefs. En réalité, les gens quittent des entreprises qui permettent à un mauvais chef d'exister. Les actions d'une entreprise sont les actions de chacun de ses employés. Et un dernier point, les employés d'aujourd'hui, à 30 ans, voient rarement leur poste comme un choix pour la vie. Ils peuvent se reconvertir, et ils ont besoin de cette possibilité. N'ayez pas peur que des employés formés partent immédiatement pour une meilleure entreprise. Les gens travaillent là où leur compétence est valorisée. Cela change notre regard sur les éléments habituels du travail. Le lieu de travail. Les responsabilités ne peuvent pas être réécrites pour chaque nouvel employé. Mais, à l'intérieur de ces responsabilités, l'expérience individuelle peut être prise en compte. Après 2020, tout n'a pas besoin de rester en présentiel. Le travail à distance s'est révélé bénéfique pour les leaders comme pour les employés. Les open spaces ont été à la mode puis moins à la mode, mais le problème n'est souvent pas les frontières physiques, plutôt les frontières mentales. Si vos employés se sentent soutenus et peuvent compter sur l'empathie, le format de l'espace de travail devient moins important. Si votre entreprise fonctionne en mode hybride, il est logique de définir quelles ressources cela demande. Et vos objectifs à long terme correspondent-ils au niveau de compétences des employés? Quelles compétences doivent être développées? Pour clarifier la situation, utilisez des objectifs SMART. Objectifs. De bons objectifs créent une bonne motivation. Dans SMART, la lettre M signifie « mesurable », mais Fowler propose d'y ajouter un autre sens, motivant. Certains indicateurs abîment les objectifs au travail comme dans la vie personnelle. L'argent, y compris l'argent de statut, tout le monde enviera mon salaire. La recherche d'approbation, il me faut plus d'amis sur Facebook *. L'apparence,
Quoi qu'il arrive, perdre du poids d'ici l'été pour être la reine de la plage. Les réussites dans des jeux à somme nulle, où le gain de l'un signifie la perte d'un autre. Des objectifs construits sur ces indicateurs ressemblent à du sucre pour le corps. Ils donnent de l'énergie seulement pour un court moment. Et il n'existe pas de proportion idéale qui les transforme en motivation saine. Par exemple, si l'on promet une prime aux employés pour le nombre maximal de nouveaux clients, tôt ou tard ils cessent de penser à la qualité du service. Est-ce que cela signifie qu'il ne faut pas viser la célébrité, l'argent ou le prestige? Non. Il n'y a rien de mal à cela quand ce n'est pas le but ultime, mais une partie de quelque chose de plus grand. Écrire un conte sur un garçon qui a survécu, uniquement pour gagner 1 milliard, est un objectif faible. Mais un conte bien écrit, créé parce que l'écriture était ce que vous aimiez le plus, peut rapporter 1 milliard. Certains indicateurs chargent les objectifs d'une bonne motivation. Le désir de devenir meilleur dans un domaine par votre propre choix. L'appartenance à une communauté qui apporte un soutien significatif, syndicat, mentorat. Améliorer sa forme physique non pas pour la plage, mais pour prendre soin de soi. Gagner ou économiser de l'argent pour des objectifs personnels sans compétition à un voyage dans un pays de rêve, une vieillesse sécurisée. Tous les objectifs d'entreprise ne donnent pas de l'énergie. Qu'y a-t-il d'inspirant dans la préparation d'un rapport trimestriel? Mais le problème n'est pas le contenu du travail, ce qui est ennuyeux pour l'un est intéressant pour l'autre. Le travail cesse d'être engageant quand il est imposé, qu'il ne correspond pas aux valeurs de l'employé, et qu'il est trop difficile parce que les compétences nécessaires manquent. On peut toujours le comprendre en parlant avec l'employé. Feedback. Un feedback productif tient compte des 3 besoins. Vous soutenez le contrôle sur le choix quand vous invitez l'employé à demander d'abord votre avis. Demandez la permission avant de donner un conseil. Et si un conseil est nécessaire et que vous ne voulez pas attendre, vous pouvez prévenir de votre franchise, je vais le dire comme je le vois, et vous pourrez me corriger ensuite. Vous renforcez la connexion quand vous évitez les jugements personnalisés et subjectifs comme « je suis déçu par vous » ou « je serai heureux si vous faites cela ». C'est la même substitution de la motivation interne par une évaluation externe. Vous soutenez la compétence quand vous remplacez la critique par des informations objectives qui permettent à l'employé de tirer ses propres conclusions. Par exemple, Marie, votre rapport montre que le profit de la nouvelle ligne de produits a baissé au cours du mois dernier. Comment évaluez-vous l'expérimentation avec le nouveau produit? Récompenses d'entreprise. Le plus souvent, les dirigeants utilisent des récompenses parce qu'ils ont peur que, sinon, les employés refusent tout simplement. Mais si la proposition compte vraiment pour les gens, expliquez la raison. Sinon, remplacer le sens par des incitations rend l'initiative inutile. Les gens aiment apprendre de nouvelles choses et se sentir plus compétents grâce à cela. Il n'est pas nécessaire de les soudoyer pour ça, il suffit de s'adresser à leur désir sincère d'apprendre. La même prudence s'applique à la gamification. Si elle détourne l'attention de processus routiniers et ennuyeux, le problème, c'est l'ennui et la routine. Si elle augmente l'engagement et aide les employés à développer leurs compétences, elle peut se justifier. Il y a 3 exceptions où primes, bonus et avantages peuvent soutenir une motivation positive. Premièrement, des circonstances extrêmes. Par exemple, la police offre de grosses récompenses pour capturer des criminels dangereux, ce qui tente parfois même les proches associés de ces criminels. La trahison est condamnée, mais dans ce cas, la stratégie l'inclut. Deuxièmement, vous avez une offre réellement de grande qualité, dont le bénéfice n'est pas évident tout de suite, et vous préparez un à pas. Par exemple, les cours de formation prendront 1 heure par jour. Je propose que nous utilisions le temps de travail de 15 heures à 16 heures, et ce sera payé au tarif habituel. Montrez un engagement sincère, l'offre en vaut la peine. Troisièmement, une incitation matérielle porte un sens non matériel fort. Dans un supermarché où Fowler fait ses courses, les clients qui apportent leur propre sac reçoivent des jetons. À la sortie, il y a une boîte de dons, on y met les jetons, et le supermarché les échange contre de l'argent et fait des dons à différentes causes. Ici, il y a choix, implication dans la communauté et sentiment de compétence. Et enfin, la confiance. La confiance est l'un des éléments les plus fragiles de la communication. Elle est difficile à construire et facile à perdre. Si vous n'avez pas, en ce moment, la force émotionnelle de faire confiance à une personne ou à un groupe, pensez à qui et quand a brisé cette confiance. Quels besoins psychologiques ont été blessés? Et quel est le lien avec la motivation? Directement. Des employés qui n'ont pas le droit de choisir,
qui ne se sentent pas soutenus par l'entreprise et qui ne se sentent pas compétents ne se feront pas confiance entre eux, ni ne feront confiance à la direction. Donnez aux employés ce que notre nature exige, et leur confiance en vous deviendra plus forte. La confiance implique la vulnérabilité. Nous devenons vulnérables chaque fois que nous nous ouvrons aux autres. Une communication normale inclut la vulnérabilité. Il ne faut pas la craindre, mais s'y habituer. Partagez vos doutes avec sincérité. Offrez votre soutien avec sincérité. Alors la vulnérabilité peut devenir une force. Tout commence avec les leaders. Les leaders sentent-ils que leurs propres besoins psychologiques sont satisfaits? Tout stress au travail est un signe que quelque chose ne va pas du côté des besoins. Les leaders peuvent-ils se permettre d'être vulnérables? Nient-ils leurs propres émotions? Pour finir, 2 questions que Fowler pose aux dirigeants. Que voulez-vous de vos employés? Et que voulez-vous pour vos employés? À la première question, on répond vite. À la seconde, après une pause. Et, étonnamment, les réponses ne coïncident pas toujours. Comment répondriez-vous à ces questions? Que pensez-vous maintenant de votre entreprise à travers le prisme de nos besoins psychologiques fondamentaux? Qu'est-ce qui motive réellement vos employés? Et vous? Et quel est le lien non pas avec le profit trimestriel et les KPI, mais avec le sentiment d'une vie qui a du sens? Comment le retrouver ou le préserver? Vous savez maintenant comment faire. 10 meilleures idées à retenir. 1. Vos employés sont déjà motivés. La question est, par quoi? 2. Les incitations externes ne fonctionnent qu'à court terme et remplacent toujours les vraies valeurs. 3. Choix, connexion et compétence sont les 3 besoins psychologiques clés. 4. Travail et vie sont inséparables. Travail et émotions sont inséparables. Les émotions méritent de l'attention. 5. Remplacer les compliments par de la gratitude, et remplacer la critique par des informations objectives pour que la personne puisse tirer ses propres conclusions. 6. La motivation est liée à l'autorégulation. Plus l'environnement est confortable, plus l'autorégulation est facile. 7. Les meilleurs objectifs correspondent aux valeurs et ne contredisent pas les besoins psychologiques fondamentaux. 8. Tout ce qui compte n'est pas seulement ce qui peut être mesuré. 9. Écoutez et expliquez, ne décrétez pas éviter le langage catégorique et les questions fermées. 10. Les chefs demandent, que as-tu fait? Les leaders demandent, que as-tu fait, et qu'as-tu appris? Un chef trouve plus simple de donner la réponse. Un leader aide à trouver la solution. Si vous voulez aller plus loin, regardez les résumés de ces livres. Martin Seligman, How to Learn Optimism. Change Your View of the World and Your Life. Viktor Frankl, Say Yes to Life, a psychologist in a concentration camp. Robert Waldinger et Mark Schulz, The Good Life, Lesson from the Longest Scientific Study of Happiness. Loretta Browning, The Hormone of Happiness. How to Train Your Brain to Produce Sérotonin, Dopamine, Endorphin, and Oxytocin. Bernard Ferrari, The Ability to Listen, a Key Skill for a Manager. S. Gill Scott, Smart Goal, 10 Simple Steps to Your Goal in Career and Personal Life. Et Brené Brown, Lead, Powerful Action, Tough Conversation, Open Arts. Astérisque Facebook appartient à Meta, dont les activités sont reconnues comme extrémistes et interdites en Russie. Si cela vous a plu, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains livres, et dites en commentaire quel livre vous voulez qu'on analyse ensuite.